Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. On arrive au dernier débrief de cette Coupe du Monde 2023 avec la finale entre les All Blacks et les Springboks. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus du résultat, même du contenu de cette finale. Moi aussi, ça me fait vraiment suer de voir les Boks gagner, d'un point qui puisait. Mais pour autant, je pense qu'on a eu droit à un grand match de rugby, à une grande finale de Coupe du Monde. Comment les Boks ont appliqué leur plan de victoire, comment les Blacks ont déjoué, y a-t-il vraiment lieu de se plaindre encore une fois de l'arbitrage? On va analyser tout ça ensemble. Mais avant ça, je me permets de vous rappeler qu'il est important de liker, de s'abonner si c'est pas encore fait, ça soutient mon travail. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent avec des pourboires, que ce soit sur PayPal ou avec le bouton merci. Bon, dès l'annonce de la compo déjà, on voyait que les Boks, ils cachaient pas vraiment leurs intentions. Fini la charnière joueuse Reinach-Libok, là on fait place au taulier, De Klerk, Pollard. On aligne aussi un banc avec 7 avant, bref, on savait qu'il allait pleuvoir et pas que de la pluie. Les Boks ont littéralement arrosé le terrain de chandelles. À l'instar de ce qu'ils ont fait en quart et en demi, le ratio de coups de pied pour une passe est hallucinant. En gros, si je reprends les stats, ils ont tapé une fois toutes les 2 passes et demie à peu près. Le but de ces chandelles, taper très haut, pas forcément loin, mais surtout haut pour forcer l'arrière-garde All Blacks à parcourir beaucoup de terrain pour se trouver à la retombée. La zone visée se trouvait souvent derrière le R1, dans le R2. Le but, c'est que les joueurs qui se replient avec les joueurs qui arrivent du fond de terrain hésitent un petit peu, se regardent pour savoir qui est-ce qui va la prendre, que ce soit pas très clair entre les joueurs qui vont être à la retombée. Et dans le même temps, comme le ballon reste très longtemps en l'air, ça permet aux chasseurs Springboks de venir mettre une énorme pression. Et cette stratégie a été plus que payante parce que ça a été la source principale des turnovers sud-africains. Les All Blacks ont été mis en grande difficulté sous les ballons hauts, commettant de nombreuses fautes de main et concédant ainsi des mêlées. Pourtant, les Blacks avaient plusieurs fois anticipé le coup, des fois ils ont réussi à bien s'en tirer, notamment avec la constitution d'escortes. Là, c'est pas une question de call girl, hein. Les escortes, c'est les joueurs qui viennent protéger le joueur qui va être à la retombée. Donc c'est les joueurs qui viennent se replier en essayant de former un mur pour empêcher les chasseurs adverses, donc les ailiers souvent, qui viennent se précipiter, pour en fait former une sorte d'écran qui va protéger le mec qui va sauter en l'air. Mais les Boks, ils ont des super atouts sur les ailes, parce qu'ils ont Colby et RNC. Déjà, les mecs, ils vont à 1000 à l'heure, donc des fois, ils arrivent à contourner les escortes, à les prendre de vitesse, mais surtout, comme ils sont des petits gabarits, on a vu plusieurs fois RNC réussir à se faufiler entre les joueurs des escortes. Véritablement taillés pour ce job, RNC et Colby ont plusieurs fois été au contest en l'air et ont réussi à provoquer des erreurs chez les All Blacks. Et justement, après un en avant, il y a quoi? Il y a une mêlée, et les mêlées, ça a été le lancement favori des Boks. Leur but, ça a été de sortir très vite, non pas comme on le fait nous, les Français et les Irlandais par exemple, avec Danty, Aki, prendre le milieu du terrain, aller impacter fort pour ensuite générer un ballon rapide et prendre la défense de vitesse, ce qui en soi a souvent été aussi une stratégie sud-africaine, avec De Allende, le gros porteur au centre du terrain. Contre l'Irlande, c'est comme ça qu'il a été utilisé, mais là sur ce match, ça a été un petit peu différent. Au lieu de s'appuyer sur les gros porteurs de balles, donc la tactique était plus surprenante de la part des Boks. Ils ont avant tout cherché à gagner les couloirs, les extérieurs, pour ensuite taper à suivre, pour profiter des cannes de Willemse, d'Arence et de Colby. Au vu du score, ça n'a pas été gagnant, les Springboks n'ont pas marqué d'essai, mais ce sont de ces mêlées que sont parties les actions les plus dangereuses des Sud-Africains, et ça a permis de mettre une grosse pression sur les All Blacks, qui ont ensuite eu pas mal de mal à sortir de leur camp. Et d'ailleurs, après le match et pendant le match, je me disais mais non, mais c'est pas juste, les Springboks ils proposent rien, ils tentent rien. Et en fait, c'est pas si vrai que ça non plus. Les Boks tentent pas grand chose à la main, certes, mais on en oublie presque qu'RNC, à 2 reprises, il est vraiment à 2 doigts de marquer un essai sur ce genre de lancement. Les Sudaf ont donc dominé les airs, mais pas seulement, ils ont aussi dominé la bataille du sol. Les Sud-Africains ont clairement gagné la guerre des turnovers. Les stats sont d'ailleurs assez éloquentes en la matière, 19 ballons perdus par les Kiwis, 9 pour les Sudaf, 2 gagnés par les All Blacks, 7 pour les Boks. Ça a été l'un des points centraux de cette finale, les Blacks ont été battus dans le jeu au sol, et pour moi, il y a 2 grosses raisons à ça, et elles sont liées. D'abord, les Blacks ont joué près de 70 minutes avec un troisième ligne en moins, suite au jaune de Frizzell à la première minute, et ensuite au rouge de Sam Cane à la 29e. Donc déjà, quand tu joues avec un flanqueur en moins pendant les 2 tiers, voire les 3 quarts du match, bah forcément, c'est plus compliqué d'aller batailler dans les rucks et d'exister face à l'Afrique du Sud. Et en plus, je me permets d'ajouter que Frizzell, il va être remplacé assez tôt dans le match, je crois vers la 45e, 50e peut-être, il va être remplacé par Whitelock, ce qui va décaler Scott Barrett en troisième ligne. Scott Barrett, c'est un bon porteur de balle, c'est un joueur qui est assez actif, mais c'est pas un énorme gratteur. Il est grand, il est lourd, c'est pas le plus rapide, le plus, on va dire, à même de mettre les mains dans le ruck une fois qu'il a plaqué. Ça, c'est plutôt le boulot de Sam Cane et de Frizzell. Ensuite, pour revenir au carton jaune de Shannon Frizzell va blesser
laisser Bondy Bonambi sur son déblayage illicite, et donc c'est Deon Fury qui va rentrer à la place du titulaire habituel. Ça aurait pu être une énorme tuile, le staff sud-africain voulait absolument pas que Bonambi sorte aussitôt, même peut-être ne sorte tout court, parce que Deon Fury a 37 ans, c'est pas du tout un titulaire en puissance, c'est même pas un pur talonneur, il joue majoritairement 3ème ligne, et ça c'est notamment vu sur les nombreux contres en touche des All Blacks, le mec est pas un super bon lanceur. Sauf que Fury compense un petit peu ce défaut-là par le fait que comme c'est un 3ème ligne plutôt, c'est un excellent gratteur. Le type a vraiment le profil parfait, il est nerveux, il est trapu, il est bas sur les appuis, il a des gros bras, le mec c'est vraiment le gratteur ultime. Sur ce match, il s'est sorti les tripes pour ralentir les sorties de balles et récupérer des ballons. Et donc, là où les Blacks n'ont véritablement joué qu'avec un seul 3ème ligne durant toute la partie, Ardie Savea, les Box, eux, au final, ils ont quasiment joué avec 4 3ème lignes. Et ça, quand tu veux faire la guerre dans les rucks et que tu veux absolument pas que les Blacks mettent leur jeu en place, prennent de la vitesse, c'est plutôt une bonne carte. Donc la stratégie Bock était claire, on s'expose pas, on joue chez l'adversaire. D'ailleurs, c'est assez frappant, mais 70% du match, c'est joué entre les 22 des deux équipes. Les stats d'occupation sont assez similaires pour les deux équipes, il y a eu très peu de jeux dans les 22 adverses. Donc résumé de leur stratégie, gros pack, grosse puissance, grosse défense, chandelle et un bon buteur. Et c'est de cette manière que les Box ont mis leurs grosses pattes sur le match. Ils se sont peu exposés quand les Blacks, eux, sont parfois tombés dans le surjeu avec quelques passes pas opportunes, les passes de trop qui ont en fait annihilé des actions. Il y a même eu quelques passes suicides et du Toit s'est régalé. Je pense que la pluie clairement n'a pas aidé le jeu des All Blacks à se mettre en place, mais j'ai rarement vu les Néo-Zélandais faire autant d'erreurs de main, que ce soit sur des lancements, que ce soit proche des lignes ou lors de l'offensive de la dernière chance. Là, cette tentative d'offload d'Ardie Savea, je trouve qu'elle est vraiment pas opportune, elle est vraiment pas judicieuse, parce que y a un type qui est entre lui et le type avec qui il veut faire la passe, donc forcément tu surjoues, t'essayes de forcer ton geste, et tu fais en avant, en plus t'es en train de te faire plaquer, donc t'es pas du tout dans une position d'équilibre, alors que t'es dans l'avancée, que les Box arrêtent pas de reculer, que t'as des partenaires autour de toi, en vrai, garde le ballon, garde-le parce qu'il pleut, parce que c'est presque la fin du match, on est à la 79ème, et comme je viens de dire, il y a déjà Pollard qui est entre toi et la passe. Mais bon, après je comprends, t'es à 1 point, c'est la fin du match, il faut absolument que tu marques, forcément tu tentes le geste. Vraiment, pendant le match, je me disais que c'était les All Blacks qui étaient à l'origine du jeu, c'est eux qui maîtrisaient la partie, c'est eux qui dominaient, mais en fait, c'est une sensation qui a été plutôt en trompe-l'œil. Les Kiwis avaient beau maîtriser la touche, même la mêlée, où ils ont mis l'impact, où ils ont mis une grosse pression, ils ont eu beau porter le ballon, franchir 2 fois plus, faire 3 fois plus de passes, concéder seulement 5 pénalités sur une seule mi-temps, après ils n'ont pas été pénalisés de la seconde, ce qui est quand même, je crois, assez historique il me semble. Mais en fait, si tu perds tes ballons dans les moments clés, si t'es pas capable de marquer quand t'es proche de l'embut, et que t'as pas de buteur fiable surtout, en finale, face à une Afrique du Sud comme ça, aussi costaud, t'existes pas. Je vous affiche à l'écran des diagrammes assez parlants, les All Blacks sont entrés 8 fois dans les 22 mètres adverses, seulement 3 fois pour les Box, donc ça montre un vrai souci de réalisme de la part des All Blacks, tandis que les Box, eux, ont été hyper pragmatiques. Et ensuite, voici les détails des stratégies offensives et défensives des deux équipes, je vous laisse faire pause si jamais vous avez envie de voir ça en plus en détail. Et ce qu'on en retire surtout, c'est que ce match, ça a été la victoire de la défense sur l'attaque. Les Box ont plaqué 2 fois plus, ont manqué très peu de plaquage, je crois qu'ils tournent à 88% de réussite, ce qui est vraiment très bien. Et surtout, ils ont été capables de sauver quasiment chaque action un peu chaude. Colby et RNC ont été impressionnants dans l'exercice pour attraper les coups. Dans leur déplacement, dans leur lecture de jeu et dans le geste final, je trouve dans la manière dont ils ont plaqué, ils ont été vraiment grandioses, ils ont été ultra efficaces. Et je pense sincèrement que ça a été une des plus grandes épines dans le pied des All Blacks sur ce match. Un autre joueur qui a fait beaucoup de mal au crâne de la Nouvelle-Zélande, c'est Pieter-Steph du Toit. J'ai rarement vu un joueur aussi monstrueux en finale. Déjà dans son placement d'edge forward, donc l'avant qui reste sur les ailes pour apporter de la puissance, pour apporter des fois un surnombre, c'est lui qui s'occupait de ce poste-là durant ce match. Il manque d'ailleurs de créer une occasion d'essai en fin de match, mais pour moi, c'est en défense surtout qu'il a été impressionnant. 28 plaquages réalisés, seulement 3 manqués, plusieurs offensifs, et surtout, il a martyrisé à lui tout seul la ligne de 3/4 All Black, notamment Jordi Barrett qui était particulièrement visé et à qui il a fait vivre un véritable enfer. Et c'est ça aussi, je pense, qui a en partie fait déjouer les All Blacks, c'est qu'en fait, quand t'as un mec de 2 mètres, 125 kilos, qui te harcèle pendant tout le match, forcément, tes maîtres à jouer commencent un petit peu à perdre en lucidité. Bon, maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'arbitrage, qui a encore fait couler beaucoup d'encre, et ça commence à être un petit peu nimp, il y a encore Barnes qui s'est pris des menaces de mort, tout ça. Ça n'a pas lieu d'être, pour moi, ce match a été très propre en matière d'arbitrage. Barnes, selon moi, a fait un excellent match, ça a été fluide, ça a été clair, ça a été plutôt cohérent sur l'ensemble de la partie. Tous les cartons donnés sont mérités. Kane, il doit prendre rouge, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour moi, il maîtrise rien du tout, il se baisse pas d'un pouce.
Certes, c'est pas intentionnel, il est pris dans l'intensité, mais au final, c'est une action qui est très dangereuse, donc le rouge est normal et il le sait. Frizel est pas loin non plus de prendre un rouge au vu des nouvelles consignes. Colissi, que ça reste jaune, c'est aussi normal, parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Le choc est assez mineur, c'est surtout l'épaule qui va taper sur l'épaule de Savea, et le haut de son crâne va taper dans le menton, mais la principale du choc, c'est sur l'épaule. En plus, il se baisse, donc oui, le jaune est normal. Ce qui me gêne le plus, en revanche, c'est encore la manière de gratter de Quagga Smith. Le type est encore avec une main au sol, et il va talonner avec l'autre main. Et ça, c'est rageant parce que c'est assez évident. L'arbitre de touche aurait aussi pu le notifier, parce que ça se passe un petit peu devant ses yeux, il peut aussi prendre ses responsabilités. Et surtout, ça change le match parce qu'on est sur une action forte des All Blacks où les Box y subissent et ils reculent. Bon, là, après ce que j'ai dit, on pourrait croire que je trouve que les Box ont fait un super match, de A à Z, qu'il n'y a rien à redire, et que c'est surtout les Blacks qui sont à se blâmer tout seuls pour la manière dont ils ont raté leurs occasions. Mais je pense quand même que les Springboks ont eu beaucoup de chance et ont fait preuve de beaucoup de fourberie, on va dire, pour gagner la victoire. Et je suis malgré tout dégoûté de voir cette équipe devenir championne du monde en pratiquant un tel anti-jeu, un tel anti-rugby. Les Box ont volontairement, par 4 fois, fait des fautes pour empêcher les All Blacks de marquer. Le plus évident, c'est Colby qui commet un en avant volontaire en tapant dans le ballon. Au vu de l'action, là, si Lienert Brown y parvient à faire la passe, c'est quasiment essai après. Il y a juste Willy Leroux qui est en couverture, alors que là, les Blacks, ils sont lancés, il y a Jordi Barrett, Boden Barrett et Rieko Ioane qui sont au soutien. Si jamais ça passe, il y a essai au bout. Mais l'arbitre ne peut pas mettre essai pénalité parce qu'il y a encore des défenseurs. Donc déjà ça, ensuite il y a cet arrachage illicite de Fourie à 5 mètres de l'embut. Là on est près des lignes, les Blacks avancent, ils sont sur une action dynamique. Un jaune aurait presque pu être sorti parce que Fourie en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va arracher les ballons des mains de Savea alors que Savea a le genou au sol, donc on doit le lâcher, il est considéré comme plaqué. Et en fait, Fourie vient faire un arrachage illicite. Après, dans la même veine, il y a ce hors-jeu d'Etzebet qui va ruiner toute une action All Blacks. Alors oui, il vient se replacer, mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Franchement, c'est Etzebet, on le sait. Les Box, là, ils sont pris de court, la défense, elle est à la rue. Quand les Néo-Zélandais, eux, ils sont parfaitement en place, ils sont prêts à jouer. Et je pense que ça aurait pu mériter carton, c'est peut-être le plus évident. Et je pense que Barnes aurait pu être plus sévère sur ce genre d'action. Parce que vraiment... je trouve ça vraiment sale, quoi. Mais le plus dur pour moi, c'est sur l'essai refusé, suite à un en avant, certes, mais un en avant causé par une faute volontaire d'Etzebet. Alors ok, Barnes est obligé de refuser l'essai, parce qu'il y a eu un en avant, donc il peut pas accorder l'essai, même si l'action est magnifique, etc. Aussi, il peut pas mettre de carton jaune à Etzebet, parce que même si c'est volontaire, ça a été commis à 50 mètres de l'embut, et il y a toute la défense, tout ça, ça peut pas être un carton jaune. Mais quand même, ça soulève une question sur la manière dont les arbitres ont le droit d'avoir recours à la vidéo ou non et peuvent se déjuger, parce qu'au début du match, Barnes il va sanctionner Savea pour un grattage où le Néo-Zélandais n'a soi-disant pas relâché le plaqué. Finalement, en voyant les images tourner au ralenti dans le stade, Barnes se rend compte que Savea a bien relâché, même si ça a été fait très vite, de manière assez subtile. Donc il va voir Savea lui dire qu'il s'est trompé, que c'est de sa faute et qu'il est désolé, mais comme il a déjà sifflé en faveur des Sud-Africains, et qu'il ne peut pas prendre en compte dans son jugement les images qui tournent dans le stade pour se déjuger après a posteriori, eh bien il est obligé de laisser Pollard de prendre la pénalité, alors que la faute normalement aurait dû être en faveur des Blacks. Bon ça ok, je comprends, c'est le protocole, il peut pas faire appel à la vidéo comme ça sur une action qui n'est pas d'anti-jeu ou pas pour un essai. Ok, je comprends. En plus, la manière dont Savea relâche le plaqueur pour gratter, elle est très rapide, c'est pas hyper clair, donc je comprends que Barnes s'est sifflé. Mais ça crée quand même un décalage avec l'essai refusé, où la vidéo va revenir sur un en avant commis 5 temps de jeu avant, 30 secondes en amont, un en avant causé par une faute volontaire qui plus est. Les règles sont ce qu'elles sont, mais d'un point de vue moral, je trouve ça très dur à accepter quand même. De se dire qu'une faute d'anti-jeu qui annule finalement un essai n'est pas sanctionnée plus lourdement qu'une simple pénalité. Mais finalement, suite à cette pénalité, les Néo-Zélandais vont en pénal touche et vont marquer le seul essai de la partie, et surtout le seul essai que les Box ont jamais encaissé en finale de Coupe du Monde. Donc suite à la faute d'Etzebet, les Kiwis vont en touche, ils font un maul, et ça passe pas vraiment. Donc là, on va prendre le milieu du terrain avec Ioane, qui est bien plaqué par De Allende. On insiste ensuite 2-3 temps de jeu avec les gros pour resserrer, et Aaron Smith finit par écarter pour ses arrières, alors qu'il n'y a pas vraiment de grand décalage numérique. Mais le surnombre final, il va être créé par Moonga, qui va faire une passe pour Jordi Barrett, donc ça va éloigner le ballon des deux avants qui sont Deon Fourie et Peter Steve du Toit. Donc au final,
ils vont pas être présents pour défendre ensuite. Jordi Barrett, là, c'est la plaque tournante de la combinaison. Il a Yohanné à hauteur, il y a Jordan dans son dos, il y a son frère qui est un peu plus loin en profondeur, et surtout, il y a Marc Téléa sur l'aile. Voyant qu'Arense ne mord pas au leurre de Yohanné, et qu'il est surtout en train de surveiller Jordan dans le dos et Barrett plus loin pour tenter l'interception, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une énorme sautée pour Marc Téléa. Elle est un peu dégueu, Téléa il la prend un petit peu arrêtée, mais le truc c'est que Téléa, c'est Téléa, et il bat 3 défenseurs avant de servir Barrett pour le premier essai des Blacks et le seul de la rencontre. Et tiens, puisqu'on parle de Téléa, il a été stratosphérique sur ce match. Réussir à dominer quasiment tous ses duels face aux Springboks, c'est quand même pas donné à tout le monde, et vraiment j'ai hâte de le revoir sous le maillot noir parce que c'est un joueur qui est hyper plaisant à voir jouer, et je pense qu'il mérite plus que largement son titre de révélation de l'année. Même si l'issue, le résultat, même le contenu de cette finale est assez frustrant, avec un seul essai marqué, avec des Sud-Africains qui font tout pour faire déjouer l'adversaire, et qui surtout ne marquent plus de points après la 33e minute, bah néanmoins, je trouve qu'on a eu droit à de grands gestes, à de grandes actions, de grandes classes, qui nous ont fait comprendre qu'on était vraiment dans un match au sommet. Que ce soit l'engagement défensif de Du Toit au plaquage, que ce soit De Klerk qui revient in extremis sur Papali'i, ou sinon qui plaque, se remet debout pour ensuite contrer Christie dans les dernières minutes du jeu. Il y a aussi Savea qui contre le drop d'un doigt, le retour d'Arense sur Yohanné est impressionnant. Bref, on s'est régalé dans l'engagement et dans l'intensité mis par ces deux équipes. Cette victoire des Springboks, elle est quand même méritée. Il faut se dire que les Blacks n'ont jamais mené dans ce match, et c'est ça en fait qui les a poussés à surjouer, qui les a poussés à tenter des choses, à sortir de leur plan de jeu, et les Boks sont très forts pour ça en fait. Tu penses que tu les as, tu penses que tu les prends parce que tu avances, parce que tu crées des occasions, parce que tu franchis, mais au final ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à marquer. Tandis que tu es en train de courir après le score, que tu es en train d'essayer de sortir de ton plan de jeu, pour trouver des solutions, bah eux ce qu'ils font c'est qu'ils te posent une grosse défense, ils t'envoient des chandelles pour te faire commettre des fautes de main, ils vont jouer dans ton camp avec des coups de pied ou avec des drops aussi, ils se maintiennent à distance, ils ont même pas besoin de venir dans les 22 mètres. Eux ils ont juste le ballon, ils tentent un drop, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, on part à un renvoi au 22 ou un renvoi dans but, et donc ils restent dans ton camp. Et c'est ça la force des Boks, c'est que c'est une équipe qui te lâche jamais, tu penses que tu les as, mais en fait c'est eux qui t'ont. Au vu de leur parcours, au vu des équipes rencontrées, je pense que c'est le parcours le plus relevé d'une équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde. Franchement, se fader l'Écosse, les Tonga, l'Irlande, la France, l'Angleterre, même si bon, c'est pas la grosse Angleterre, mais c'était quand même une Angleterre qui pouvait gagner ce match. Et ensuite finir par un sacre face aux All Blacks, c'est un énorme parcours. Cependant, oui, il y a quand même une part de chance. Quand tu gagnes 3 matchs à élimination directe d'un seul point, c'est que t'étais pas non plus en pleine maîtrise. J'ai quand même du mal à voir en eux de beaux champions, et j'arrive pas trop à me positionner, est-ce que je trouve ça remarquable ou est-ce que je trouve ça dégueulasse. J'aime pas leur jeu, j'aime pas leur manière de faire déjouer l'adversaire avec des fautes d'anti-jeu, des fautes d'anti-rugby qui vont casser les actions, casser les attaques. Il faut quand même avouer qu'ils ont une cohésion, ils ont une confiance en eux, une confiance dans leur plan de jeu qui est à toute épreuve. Ils perdent leur talon titulaire au bout de 2 minutes, qui va être remplacé par Deon Fourie, un mec qui est même pas vraiment talonneur, qui a 37 piges et qui sort le match de sa vie. À mon avis, ça veut quand même dire quelque chose de ce groupe. Bref, cette Coupe du Monde se conclut par un 4e titre mondial pour les Springboks. C'est la fin des débriefs de match pour cette Coupe du Monde, même s'il va y avoir une vidéo bilan dans quelques jours pour clore définitivement cette Coupe du Monde. Ça va être notamment axé sur notre élimination, sur l'avenir des Bleus, sur les questions que notre parcours en Coupe du Monde soulève. J'espère sortir ça la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, parce que j'imagine que vous avez plein de remarques à faire remonter sur cette finale et cette Coupe du Monde en général. Donc voilà, je vais les lire et je vais m'en inspirer pour écrire ma vidéo bilan. Je vous remercie de m'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.